Bonjour tout le monde. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir notre cher ami Pierre Conissa. Pierre Conissa, ancien haut fonctionnaire, historien et spécialiste des questions stratégiques internationales. Il vient de publier son nouvel ouvrage, provocateur un peu pour quelques observateurs, Repentance et victimisation, la maladie auto-immune de l'Occident. À travers cet échange, nous allons explorer comment la mémoire collective, la repentance historique et l'instrumentalisation de la victimisation peuvent fragiliser nos sociétés modernes. Une conversation avec Pierre Conissa doit être sans langue de bois pour nourrir le débat citoyen. Merci infiniment, Pierre, d'avoir accepté notre invitation. Merci de ton invitation. Merci beaucoup. Pierre, j'aimerais bien commencer avec les thématiques du livre, mais puisque je t'invite aujourd'hui avec circonstances internationales dominées et dirigées par l'attaque ou les attaques menées par Israël contre la République islamique d'Iran, j'aimerais bien aussi évoquer avec les circonstances de ces attaques, les motivations et les répercussions. D'abord, concernant les thématiques du livre, définition de la repentance, le rôle des élites des médias et des politiques, comparaison internationale, France, Allemagne, etc., les conséquences sociales et identitaires. Oui, ce livre est parti évidemment de ce débat d'actualité que tu connais avec les LGBTQ++, etc. Je me suis dit, c'est extraordinaire le nombre de victimes dans nos sociétés, surtout dans les sociétés démocratiques. Donc, je me dis, c'est quand même étonnant. Bon. Alors, je suis reparti sur le temps long. Tu sais que je suis historien plutôt de formation et donc je suis toujours intéressé par la dimension de temps long qu'une crise finalement par cristalliser, des évolutions du temps long qu'une crise finit par cristalliser. Or, au début du XXe siècle, tu as un Occident triomphant, c'est-à-dire colonisation, révolution industrielle, démocratie, bon, évidemment, tout ça dans la meilleure bonne conscience. Et puis, première caractéristique, la Première Guerre mondiale. Deux remarques sur la guerre mondiale. Tu remarques que ce n'est plus les campagnes napoléoniennes, ce n'est pas une bataille qui détermine la victoire. C'est une guerre de longue durée où des millions d'hommes vont être mobilisés, etc., etc. Deuxième remarque, on appelle ça la Première Guerre mondiale alors que c'est une guerre européenne. Il y a simplement une petite extension qui se passe en Chine où les Japonais en profitent pour prendre un morceau de la Chine. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, tu vois cette qualification qu'ont les Occidentaux de considérer que ce qui leur arrive, c'est la dimension mondialisée. Bien sûr qu'il y a une mobilisation de troupes venues des colonies, mais enfin, les combats ne se sont pas passés sur les territoires des colonies, ils se sont passés pour l'essentiel ici. Donc, évidemment, première remarque, à cette époque, tout ce qui concerne l'Occident est par nature un événement mondial. Alors, on sort de cette boucherie incroyable, 20 millions de morts quand même, hein, et les intellectuels vont tirer tous le même constat, c'est-à-dire, mais cette société démocratique, libérale, industrielle, capitaliste est génératrice de guerre. Et cette guerre est provoquée par la rivalité des capitalismes, etc. Et ils vont avoir une crise de conscience en se disant, mais finalement, ce n'est pas ce système-là qui peut porter la paix sur Terre. Ils vont tous céder aux utopies laïques de l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire, tu as ceux qui vont devenir nazis, fascistes d'abord, ensuite ceux qui vont devenir nazis, et ceux qui vont devenir communistes. C'est-à-dire qu'ils voyaient dans une espèce d'utopie la réalisation d'une espèce de société parfaite. Évidemment, chacun des dictateurs annonçait sa réalisation sans parler de ses massacres, hein, ce n'était pas le sujet. Mais la caractéristique, c'est qu'on passe ensuite dans une seconde guerre mondiale, qui celle-là est vraiment mondiale et beaucoup plus terrible, 50 millions de morts. Bon. Or, à la fin de cette seconde guerre, il est impossible de critiquer et de mettre sur un même plan le fascisme, le nazisme et le communisme, puisque le communisme était dans le pays des vainqueurs. Et donc, tous les compagnons de route qui tout à coup avaient l'impression qu'ils avaient trouvé en URSS, et c'était quand même l'URSS de Staline, la réalisation d'un projet politique futur dans lequel l'égalité des hommes, le bonheur, etc., etc. Bon. Et c'est vrai que tu te rends compte que la catégorie des compagnons de route étaient des gens qui étaient tous plus ou moins proches de la gauche, parfois communistes, parfois pas, mais enfin, dans l'ensemble, c'était ça la thématique dominante. Et ensuite, rappelle-toi que des gens comme Raymond Aron étaient diabolisés parce qu'ils étaient de droite. Bon. À l'inverse, tu t'aperçois que le grand héros qui était Jean-Paul Sartre s'est planté sur la totalité des crises internationales. C'est-à-dire qu'effectivement, il a soutenu l'indépendance algérienne, mais il a aussi été communiste, il a été stalinien, il a été maoïste et même il a soutenu les Khmers rouges.
Alors on se dit, c'est quand même extraordinaire de penser comment on se choisit, si tu veux, c'est mettre à penser. Et donc, je me suis dit, effectivement, rappelle-toi que par exemple, en plein milieu du tribunal de Nuremberg, où on va juger les dignitaires nazis pour ce qu'ils ont fait comme horreur, la Shoah, les bombardements sur les populations civiles, les déplacements de population, etc., on va tomber, nous, dans la politique de recolonisation. C'est-à-dire qu'on va avoir les émeutes de Sétif et de Constantine et de Colo, où il va y avoir quelque chose comme 3000 morts, et puis il va y avoir le bombardement d'Haiphong qui est fait par un amiral qui s'appelle Thierry d'Argentlieu, qui est un compagnon de la Libération. C'est-à-dire que pour lui, reprendre les colonies était simplement la suite logique, si tu veux, de cette bonne conscience. Bon, en fait, on se rendra compte évidemment que la reprise de la recolonisation ne va pas passer aussi bien, et donc il va y avoir une crise de conscience qui va évidemment se concrétiser à propos de l'Algérie, puisque tu sais que autant pour les autres guerres, c'était de l'armée de métier, avec l'Algérie, ça va être le contingent, et donc l'ensemble de la société française se dit finalement à quoi bon. Donc on accepte, si tu veux, ce procès en repentance. Et donc, on le voit encore avec la guerre d'Algérie, avec l'Algérie, où, si tu veux, la relation bilatérale est encore une relation polluée par le souvenir de la guerre. Et donc, on est dans cette situation où aujourd'hui, cette facilité qu'a l'Occident à reconnaître ses responsabilités se heurte à des nouveautés, si tu veux, que j'ai rapidement évoquées, qui sont les LGBT, où tout à coup, on a le sentiment qu'on a les victimes sur le place, quoi, des victimes qui sont en mesure de s'indigner et de réclamer. Je reviens une minute sur un aspect auquel on n'a pas donné toute sa dimension. Donc, en 1947, on crée l'État d'Israël. Créer l'État d'Israël, c'était reconnaître que des victimes dans une guerre, des victimes identifiées, avaient le droit à réparation. Ce qui n'était jamais le cas. On n'a jamais eu de réparation, même après la guerre de 14. Les gens qui avaient été déplacés, si tu veux, sont rentrés chez eux et personne ne s'est occupé d'eux. Ils ont été obligés de tout reconstruire. Or, la création de l'État d'Israël crée ce droit international, c'est-à-dire des victimes reconnues ont droit à une compensation. Mais tu vois bien que la création d'État d'Israël crée ces nouvelles victimes, puisque finalement, c'est les Palestiniens qui deviennent victimes. Et donc, ceux à qui on a reconnu un statut appliquent un droit qui va, lui, fabriquer ses propres victimes. Donc, tu vois comment cette situation qu'on a créée, qui était encore une fois dans la pleine bonne conscience, se retrouve aujourd'hui avec Gaza dans une espèce de crise de conscience. Tu sais, Chaliand dit toujours une phrase que je répète à l'infini, c'est quand les victimes deviennent des bourreaux, ça laisse bien augurer de l'avenir de l'espèce. C'est-à-dire qu'on n'est jamais dans une catégorie figée. On peut être victime un jour et être bourreau le lendemain, et c'est cette indépendance d'esprit et regarder dans chaque crise qui sont les victimes pour essayer d'avoir un peu de clarté dans les postures des uns et des autres. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai écrit c'est pour ça d'abord que j'ai écrit ce bouquin, et donc dans la première partie où je dresse ce bilan des responsabilités de l'homme blanc, sur lequel il n'y a pas à discuter, bon, je reviendrai sur certains épisodes effroyables, mais en même temps, dans la deuxième partie, je me suis dit, mais finalement, qui sont les accusateurs, qui sont tous d'accord sur le fait que c'est l'homme blanc qui est responsable, quelles sont leurs méthodes, et puis finalement, est-ce qu'ils ont le même passif eux-mêmes, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont un passé de massacre. Voilà, donc c'est ça la logique générale du bouquin. Aujourd'hui, je t'invite, cher ami, l'invitation coïncide avec les attaques menées par Israël contre l'Iran. Quelle est ta lecture concernant les motifs de ces attaques? Est-ce que, d'après toi, il y avait d'orchestration, de coordination entre les Américains et Israël? Parce que les déclarations sont contradictoires. On voit maintenant, Trump vient de tweeter pour féliciter Israël pour ses attaques et pour menacer l'Iran en disant, écoutez, c'est le début, il y aura des autres attaques si vous n'acceptez pas la conclusion des accords. Écoute, bon, pour ce qui concerne effectivement cet enchaînement d'événements qui commence le 7 octobre, donc ça commence effectivement par un massacre sorti de la partie Gaza de l'État palestinien. Et effectivement, ça va se traduire, comme beaucoup de guerres d'ailleurs de décolonisation, par un massacre. Rappelle-toi, le début de la guerre d'Algérie, c'était pareil, le début de la guerre d'Indochine, c'était pareil, etc., etc. C'est-à-dire que moi, je me souviens de m'être trouvé sur un plateau télé, c'était chez Pascal Praud, où j'ai dit, mais le massacre n'est pas un phénomène politique indicateur, puisqu'il montre simplement la révolte d'une partie de la population. Et rappelez-vous, le début de la guerre d'Algérie, c'était ça, et on a eu la même réaction que la communauté internationale. Ce sont des terroristes, donc il faut les combattre, donc il faut les exterminer. Pour la guerre d'Algérie, on a vu comment ce résultat, si tu veux, cette analyse qui était
comment dire, volontairement biaisée, s'est terminée par 8 ans de guerre et l'indépendance de l'Algérie. Donc, sur le cas de Gaza, on est un peu dans une... Je me souviens, Pierre, pour l'histoire, parce que tu es un homme libre, tu as été parmi les rares personnalités qui ont évoqué depuis 13 mois la possibilité, le risque de nettoyage ethnique. Oui, tu as c'est vrai. payé la facture, mais tu as gagné la légitimité historique. Tu as payé la facture au niveau de présence, etc. Tu n'as pas besoin de ça parce que je sais que tu ne cherches pas les lumières et tout. Tu n'as jamais été un arriviste, mais l'histoire va conserver la position et le courage de Pierre Conissa. Écoute, bon, c'est sympa de le rappeler parce que les conséquences pour moi étaient immédiates, c'est-à-dire que j'ai été interdit d'antenne, si tu veux, chez les grandes chaînes d'infos en continu, pratiquement des jours-là. Alors, la réaction sur le plateau était étonnante, puisqu'effectivement, je disais, c'est vrai qu'il y a un massacre, mais enfin, encore une fois, notre boulot à nous d'observateurs, c'est effectivement de considérer le pourquoi du massacre et quelles vont être les conséquences. Or, on venait juste d'apprendre que Netanyahou avait donné instruction à 1 million de Palestiniens de descendre vers le sud. Or, le Gaza, c'est la taille du territoire de Belfort. Nous, à Belfort, il y a 130 000 personnes. À Gaza, il y a 1 200 000 personnes. Donc, tu vois que la densité n'est pas la même. Et donc, leur dire de descendre vers le sud, c'est une forme d'épuration ethnique. Bon. Alors, tout le monde m'a dit oui, oui, mais c'était pour les sauver. J'ai dit oui, c'est comme ça, ils pourront revenir dans leur maison détruite, ils seront très heureux. Et donc, ils étaient absolument stupéfaits qu'on puisse prendre des distances vis-à-vis de quelque chose qui avait de quoi soulever l'émoi. Évidemment, il y a eu des massacres, des viols, il y a eu des choses absolument effroyables. Mais encore une fois, notre travail à nous, c'est pas de réagir, si vous voulez, comme un médiateur politique, comme un penseur tautologue, etc. Donc, après ça, effectivement, j'ai été sanctionné. Alors, au fur et à mesure que les victimes s'accumulaient à Gaza, que l'opinion était en train de basculer, etc., etc., là, j'ai renvoyé quelques mails en leur disant, excusez-moi d'avoir eu raison trop tôt, mais si tu veux, ils m'ont pas répondu. C'est quand même très étonnant. Donc, voilà, maintenant, ça se tasse un peu. Et puis, tu vois, le bilan qui se dresse et la critique, même venant de juifs français, d'intellectuels juifs français qui disent, il y a un Broman qui dit, mais Netanyahou est en train de tuer l'identité juive, puisque évidemment c'est une idée qui est construite sur le massacre, la persécution, etc. Béatrice Donc, Lorès, Pierre Stampoul, Dominique Nachon, beaucoup de ouais, ouais, camarades. ouais, ouais. Oui. Et donc, si tu veux, les choses vont effectivement, malheureusement, se poursuivre. Hein. Tu as vu qu'il n'est pas question d'arrêter sur Gaza. Simultanément, pareil, je faisais remarquer sur le plateau qu'il y avait une politique de recolonisation en Cisjordanie, que cette politique était menée par des religieux juifs qui sont aussi obtus que le sont les salafistes musulmans, qui vont créer des colonies illégales et qu'ils vont être protégés par l'armée, par Tsahal, sur des routes interdites aux Palestiniens. Alors j'ai dit, attendez, il y a une double volonté de tuer l'État palestinien. Ah mais non, c'est pas pareil, etc. Bon, aujourd'hui, on entre dans la dernière phase que tu as vue, c'est-à-dire l'attaque de l'Iran. Moi, je prends la chose, si tu veux, comme la réaction d'un homme politique qui sait que ses affaires vont mal, qui a des prises de position, de condamnation, etc., mais qui va décider d'étendre la guerre vers des choses qui sont identifiées comme un ennemi commun. C'est-à-dire, quand ils attaquent l'Iran, par principe, tu vas avoir la reconstitution d'un front de soutien, parce qu'on va dire, oui, mais enfin, là, l'Iran, etc., etc. En l'occurrence, l'Iran n'avait aucune responsabilité. Mais ce n'est pas grave, l'extension de la guerre, c'est un scénario qu'on a connu dans beaucoup d'autres situations géopolitiques, est une bonne manière de reconstituer le camp des Alliés. Bon. Moi, je le prends comme ça. Donc, tu vois, ça laisse penser que Netanyahou est un des chefs de guerre qui est d'ailleurs considéré enfin un chef d'État qui maintenant est au pouvoir depuis pratiquement 25 ans et qui a donc mené cette politique de dureté et de refus de négociation et pour lequel il va falloir un jour, comme l'a fait d'ailleurs la Cour pénale internationale, lancer un avis, une mesure d'instruction et de condamnation. Alors tout le monde dit mais c'est pas pareil, le chef du Hamas c'est pas pareil comme Netanyahu. Pourtant, je l'ai toujours dit, une démocratie n'est pas pacifiste par nature. Et donc, il ne faut pas faire croire que le simple fait d'appartenir à une démocratie suffit à excuser certaines pratiques. Est-ce que tu penses qu'il y avait de coordination entre les Américains et les Israéliens? Ah bah bien sûr, c'est une évidence. Je veux dire, on peut faire semblant et dire oui, oui, c'est pas pareil. Oui, peut-être qu'ils ont profité des informations des AWACS. Oui, peut-être qu'ils ont fait ci, peut-être qu'ils ont fait ça. Mais enfin, on ne fait pas une opération avec plus de 200 aéronefs sans qu'effectivement les moyens de surveillance américains ne le sachent, que donc ils ne désignent pas tout à coup des cibles qui sont en train de perturber la région. Ils vont survoler la Syrie, qui est un état de délabrement que tu connais depuis la politique
de Bush. Donc, si tu veux, il y a toute une conjonction de faits. Et puis, le dernier épisode, qui peut faire confiance à Trump? Qui peut croire un mot de Trump? Oui, tu vois ce que je veux dire? On a une espèce d'allumé là-bas au pouvoir à Washington qui te dit non, 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 mais moi, j'ai freiné, etc. Et après, il dit oui, oui, il m'a informé, mais enfin, c'était à la fin. Et puis, il y a son ministre de la Défense qui dit moi, je n'ai pas été informé. Donc, je veux dire, tu te dis, mais c'est incroyable ce genre de situation. Oui, mais aussi ces attaques aussi menées contre l'Iran, c'est un signe pour quelques observateurs de la faiblesse géostratégique de la Russie, puisque l'Iran c'est l'allié aussi, un allié principal de la Russie, et depuis 2 mois il a signé un accord stratégique avec la Russie d'unification de la stratégie de défense en cas d'agression extérieure, etc. Mais on voit même une position de la part des Russes, une position politique qui est absente. Oui, mais effectivement, tu te retrouves dans cette situation où les États-Unis, qui après la catastrophica, après la disparition de l'URSS, se trouvent en situation de puissance mondiale, la seule puissance globale mondiale. Bon. Donc, tu as des penseurs américains qui se demandent une seule chose, c'est comment maintenir cette supériorité, cette suprématie. Donc, tu connais les ouvrages de Huntington, de machin, etc. Et puis, tout l'entourage de Trump, qui est composé de gens qui sont des néoconservateurs et qui disent l'utilisation de la force doit nous permettre de faire, soi-disant de faire la paix, ou en tout cas soi-disant de résoudre certaines crises. Et effectivement, dans ce cas-là, il faut le soutenir. D'autre part, rappelle-toi que les opérations menées par Bush sur l'Irak étaient soutenues par une frange qui s'appelle les néo-évangéliques américaines, qui sont la frange radicale, si tu veux, du protestantisme américain, et qui sont des gens qui sont encore une fois des bellicistes, parce que pour eux, le seul objectif, il est théologique, la constitution du Grand Israël est indispensable au retour du Messie. Je les ai jamais entendus dans des conférences, pourtant, ils le disent. Et pareil, tu as à côté d'Israël, même des membres du gouvernement qui disent, mais c'est la terre qui nous a été promise, c'est effectivement, ça inclut Gaza. Donc la base n'est même plus stratégique, elle est théologique. Donc si on ne prend pas les mêmes critères d'analyse pour juger des mêmes actions, on se dit non, non, mais d'un côté vous avez une démocratie, de l'autre vous avez effectivement une dictature. Et ce n'est pas le cas. Donc, et voilà, tant qu'on ne fait pas ce bilan dans sa totalité, on ne comprend pas pourquoi effectivement avoir étendu la guerre, si ce n'est encore une fois pour reconstituer le front de soutien, parce qu'évidemment personne ne va se dire qu'il ne fallait pas attaquer l'Iran, en tout cas dans le camp des réflexions occidentales. Pierre, d'après toi, après ces attaques, il y aura reprise ce dimanche des négociations ou non? Bon, la diplomatie iranienne vient de déclarer que c'est un message indirect de rupture de ces discussions. De toute façon, tu vois bien qu'effectivement, l'argumentaire qui a été présenté, c'était le fait que la IEA disait que les Iraniens ne coopéraient pas assez dans leur programme de dénucléarisation, etc. Bon. Rappelle-toi quand même le scénario irakien. On avait toutes les organisations internationales qui disaient oui, le programme de démilitarisation, de dénucléarisation, de lutte contre les programmes chimiques, etc., était mené à bien. Bon. Et tu avais quand même aux États-Unis des gens qui disaient tout ça c'est du mensonge, ils cachent. Bon. Alors il a fallu cette espèce de pantomime incroyable de Colin Powell à l'Assemblée générale de l'ONU, expliquant j'ai là la preuve dans ma petite fiole que les Irakiens ont encore un programme. Bon. Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait dans la fiole, parce que s'il l'avait laissé tomber à l'Assemblée générale de l'ONU, si tu veux, ça aurait été assez rigolo. Donc il y avait probablement rien. Mais il y a quelqu'un dans l'entourage rappelle-toi que Colin Powell était le grand concurrent de George Bush pour les présidentielles. Le meilleur moyen de le démarquer, c'était de le faire participer à ce mensonge. Or, c'est probablement un homme de confiance qui lui a raconté, tenez chef, dans cette fiole, là vous avez la preuve des programmes nucléaires irakiens. Donc si tu veux, c'est des manipulations intra-américaines pour qu'effectivement Bush reste le candidat, il va réussir à se faire élire, et puis Colin Powell disparaît du paysage. Donc si tu veux, ces mécaniques-là, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour des affaires stratégiques, est peuplé de gens qui n'ont aucune morale, aucune, si ce n'est des principes, et ces principes étant comment garder la supériorité américaine sur la planète. Et puis, c'est pas grave qu'un mensonge le mensonge n'est pas grave s'il sert une bonne cause. Tu vois. Donc ça, c'est pour rappeler un passé qu'on peut très bien retrouver encore demain. Et alors, effectivement, lui, le menteur en chef, c'est Trump, puisque lui, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qu'il est capable d'annoncer d'un jour sur l'autre.
je reviens sur le point de ta question. Oui, une opération comme celle-là ne peut pas se monter sans participation de quelque nature que ce soit avec les Américains. Rappelle-toi que ça a été deux choses. Ça a été évidemment la destruction des structures identifiées du programme nucléaire iranien. Une grande partie des frappes se concentre sur Natanz, qui est le grand centre de préparation du nucléaire iranien, plus les bombardements en profondeur pour ce qu'on suppose être des sites dans lesquels il y a des sites d'enrichissement, etc. Mais en même temps, il y a eu toute une série d'opérations pour détruire, si tu veux, les gardiens de la Révolution, c'est-à-dire des personnalités qui étaient parfaitement identifiées, qui ont fait l'objet de bombardements précis, etc., etc. Ce qui te montre que finalement, d'abord, la société iranienne est beaucoup plus transparente qu'on ne peut l'imaginer, quand même, parce que venir assassiner les chefs de la Révolution, des gardiens de la Révolution, ça montre quand même un degré de précision dans le renseignement qui est rarement maîtrisé partout ailleurs. Donc tout ça traduit probablement une collaboration très ancienne avec les États-Unis. Et dans ce cas particulier, moi, je prétends qu'évidemment, ça n'a pas pu se faire sans participation des Américains en termes d'avions d'AWACS pour survoler pour collecter du renseignement, permettre que la frappe soit la plus précise possible, etc. Merci infiniment, Pierre Conissa. Ravi de vous trouver prochainement parmi nous à Genève fin septembre. Vous pouvez suivre les actualités sur notre site, sur notre plateforme pour avoir les détails, les dates exactes et tout. Merci infiniment, Pierre, et à bientôt. Merci beaucoup. Allez, merci à toi. Bonne journée. Merci.